Et Lionel est là pour gérer tout ce qui est intervention ou questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à réagir, soit en levant la main ou avec des questions dans le chat. Et comme ça, Lionel me fera la communication de s'il y a des questions. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué après cette longue nuit, enfin courte nuit plutôt. Et donc, en tout cas, je voulais déjà tous vous remercier d'être là pendant vos vacances, c'est super chouette. On est quand même presque 60, du coup, c'est super pour le nombre de participants. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'élaboration d'un plan de cours avec l'intelligence artificielle. Avant de commencer, si ah oui, voilà. PowerPoint veut bien fonctionner. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler 2 mots sur le projet dans lequel s'inscrit ce webinaire. Et donc, ce projet, c'est le projet COMET. Donc, COMET, Communauté des hautes écoles technopédagogiques. Et c'est un projet qui comprend 14 hautes écoles partenaires. Et au sein de chaque haute école, on a une personne relais qui est désignée. Et son rôle, c'est vraiment d'assurer la jonction entre vous, enseignants, et le projet, et notamment nous, l'Université de Liège. Et donc, l'objectif, c'est d'organiser des formations sur place dans votre école ou des webinaires comme celui-ci. Et donc, la chance qu'on a, c'est que c'est cofinancé par le Fonds social européen. Et donc, ça nous permet de vous proposer des webinaires totalement ou des formations totalement gratuites. Donc, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc de quoi on va pouvoir discuter. Alors, tout d'abord, ça, je vais peut-être enlever ça. Ça, on ne sait pas l'enlever. C'est vraiment casse-pied. On va essayer d'ancrer l'IA dans les fondamentaux pédagogiques. Et donc, il faut savoir qu'ici, à l'Université de Liège, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur l'IA. Et donc, je vais simplement rapidement, ça ne va pas du tout être le cœur du webinaire, passer en revue les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à notre réflexion actuelle. Et donc, vous verrez, je vais vous présenter une typologie qu'on a construite ici au sein de mon équipe, où on a identifié 15 usages potentiels de l'IA. Puis, je vous montrerai comment ça a pu être confirmé par la revue de la littérature et on en arrivera, ce qui va nous intéresser tout au long de ce webinaire, à la planification et puis la planification évidemment avec l'IA. Et on terminera par une petite session questions-réponses, si vous en avez évidemment. Et donc, comme je viens de vous le dire, ça fait maintenant plus d'1 an au sein du service, donc au CRIF A2 à Liège, qu'on s'intéresse à l'IA dans l'éducation. Et donc, je vais vous proposer ici de parcourir rapidement avec moi le cheminement de nos réflexions. Et donc, dans un premier temps, il nous a semblé important de démarrer vraiment par la base et donc en définissant l'ingénierie de formation. Et donc, on s'est rendu compte qu'il existe une multitude de définitions et que c'est pas forcément les mêmes et qu'il y a à chaque fois des petites subtilités. Et donc, nous, on a fait le choix de se baser notamment sur les 3 actes de Musial et Tricot. Et donc, ils définissent l'ingénierie de formation selon ces 3 actes qui sont l'acte de concevoir, et donc vraiment la conception. Et c'est là qu'on s'est posé comme question, comment est-ce que l'IA va pouvoir assister à la conception de mon dispositif? Alors, vous verrez qu'on utilise beaucoup le terme assister parce qu'on part vraiment du principe que l'IA ne fait pas tout toute seule et qu'elle assiste vraiment l'enseignant. Le deuxième acte qu'ils définissent, c'est l'acte évidemment d'enseigner. Et donc, toujours, comme je viens de le dire, ici, on va voir comment l'IA va pouvoir assister maintenant les tâches de l'enseignant ou d'enseignement. Et puis, finalement, on a pour nos apprenants l'activité apprendre. Et donc, comment est-ce que l'IA peut également assister les activités d'apprentissage de l'apprenant? Donc ça a été notre première base. Puis, on a intégré, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le modèle ADI. Et donc, ce modèle, il nous permet de définir également l'ingénierie de formation comme une démarche structurée en 5 étapes. Et donc, ces 5 étapes, on a d'abord l'analyse. Et donc, ça va être l'étape d'analyse des besoins, l'analyse du contexte, l'analyse du profil des apprenants, par exemple. Ensuite,
on va avoir le design. Le design, ça va être planifié. Donc, vous allez voir que nous, aujourd'hui, on va plutôt se retrouver dans la phase de design où on a la planification, la scénarisation de nos séquences. Et donc, sachez qu'en fait, l'IA, elle peut vraiment nous aider, nous assister à ces différentes étapes. Elle peut également aider à assister au développement. Et donc là, on va vraiment être à la création des contenus, la création des ressources. Puis, on a toute l'implémentation, donc la mise en œuvre, l'implémentation, donc le terme le dit assez bien, hein, l'implémentation du dispositif au sein des classes. Et puis, on a évidemment, ça recouvre aussi de l'animation, par exemple. Et pour finir, évidemment, comme dans tout dispositif, on finit par l'évaluation, qu'elle soit sommative ou pas, des apprentissages, de l'enseignement et du dispositif. On oublie souvent d'évaluer son enseignement à soi et le dispositif. Ça fait également partie de l'évaluation. On n'a pas que l'évaluation des apprentissages. Et donc, ces deux grandes réflexions nous ont mené vers une définition que l'on appelle IFAIA. Donc, si vous allez suivre d'autres webinaires que l'on donne à la suite de celui-ci, on va beaucoup parler de ce nouveau concept qu'on essaye vraiment de faire émerger. Et donc, on entend par là ingénierie de formation assistée par l'IA. Et donc, on définit ça comme l'acte de concevoir, l'acte d'enseigner pour favoriser l'acte d'apprendre. Donc là, on reprend les 3 actes que je vous ai montrés au début, en mobilisant une multitude d'IA aux 5 étapes du processus d'ingénierie de formation selon le modèle ADI. Et donc, cette réflexion nous a mené à créer ce tableau, une typologie de 15 usages potentiels de l'IA. Et donc, on a placé nos 3 actes de formation ici sur le dessus, l'acte de concevoir, d'enseigner et d'apprendre. Et en parallèle à ceci, on a placé les 5 étapes du modèle ADI, analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Et on en a arrivé à divers usages potentiels. Et donc, l'IA pourrait nous aider au design de la planification. Mais elle peut également nous aider au développement de l'enseignement, donc des supports, des ressources. Elle peut également nous aider à l'implémentation des tâches d'enseignement ou alors à l'évaluation des apprentissages, ce qu'on fait assez souvent, ou à l'évaluation globale du dispositif. Et donc, on a vraiment essayé de creuser ces 15 usages potentiels. Et on a vu qu'en fonction des usages, on a des IA qui s'y prêtent mieux que d'autres. Et donc, comme je vous l'ai dit, ici, on va plutôt se retrouver dans notre ligne du design, et donc où on va avoir le design de la planification. On peut également avoir le design des tâches d'enseignement ou des moments d'apprentissage. Et donc ici, vu qu'on a ciblé notre webinaire sur la planification et plutôt le plan de cours, on va se retrouver vraiment dans la case, l'intersection du design et l'acte de concevoir, parce qu'on est vraiment en amont de l'enseignement et de l'apprentissage, où on va concevoir notre plan de cours. Donc, comme vous le voyez ici, on va concevoir des programmes éducatifs qui va pouvoir générer des méthodes d'apprentissage interactives, des ressources didactiques adaptées. Et donc ici, voilà, on se retrouve vraiment dans cette case-ci, et c'est cette case-là qu'on va aller creuser. Alors, je ne sais pas si jusque-là, ça va. C'est vraiment plutôt la partie plus théorique pour vous montrer le cheminement qui nous a menés jusqu'ici, mais ce n'est pas le cœur, il n'y a pas forcément de questions. Non? Je suis claire. On continue. Et donc, évidemment, pour ne pas lancer des idées dans le vide, on a évidemment vérifié ce que l'on a apporté par la revue de la littérature. Et donc, plusieurs études ont montré que l'IA intégrée à l'ingénierie de formation tend à renforcer l'efficacité, à soutenir l'idéation créative, améliorer la structure et favoriser des parcours plus personnalisés. Et donc, on voit là que utiliser l'IA pour faire un plan de cours, ça peut avoir une réelle plus-value. Mais donc, pour ça, il va falloir essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on entend par là. Et donc,
on passe à l'étape d'après. Alors, avant de parler de l'IA en tant que telle, je vais simplement faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'on entend par planifier. Et donc, par planifier, il y a un concept qui nous sous-tend assez fortement, c'est le principe de triple concordance ou d'alignement pédagogique. Et donc là, on doit aligner, je ne vous apprends rien, 3 éléments. Évidemment, on doit aligner les activités d'apprentissage, donc les expériences que vous proposez à vos étudiants pour développer les compétences que vous souhaitez viser. Ces activités d'apprentissage doivent être alignées avec l'évaluation, qui doit vérifier l'atteinte des objectifs que vous aurez ciblés. Et donc, il faut vraiment qu'on aille un alignement entre ces 3 éléments-là. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais dans les faits, on peut quelquefois rencontrer un peu des difficultés. Et c'est là qu'on va voir que l'IA va pouvoir avoir un impact sur ces 3 éléments-là. Et donc, il faut vraiment que ces 3 éléments soient parfaitement alignés. Et donc, la question qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce qu'on va utiliser l'IA? Comment est-ce que l'IA peut m'aider dans ma planif? Et donc, en tant qu'enseignant, je pense qu'on a déjà tous été confrontés à des difficultés lorsqu'on essaye de planifier. On en a plusieurs. On peut d'abord avoir le manque de temps. On peut planifier et voir qu'on planifie, mais qu'il nous manque du temps, et donc on fait ça de manière assez rapide, mais on se rend compte qu'on pourrait aller plus dans le détail. Alors, on peut avoir des difficultés à formuler les objectifs précis et qu'ils soient mesurables, donc trouver le bon niveau de précision, utiliser le verbe approprié, ça peut aussi poser problème. Et puis, il peut arriver qu'on aille un alignement imparfait entre objectifs, activités, évaluation, et donc vraiment assurer une cohérence dans tout le processus pédagogique peut représenter, dans certains cas, une difficulté. Et puis après, on peut se rendre compte que de plus en plus, on a une j'ai toujours du mal avec ce mot, hétérogénéité des profils et des niveaux chez nos étudiants. Et donc, ça peut être assez compliqué pour nous, dans notre planification, de s'adapter. Et donc, on va voir que par rapport à ces 4 points-là, l'IA va pouvoir nous aider réellement. Et donc, on va voir qu'elle va nous aider. Je dis bien peu, hein, car il faut toujours garder en tête, c'est comme je disais tout à l'heure avec le terme assisté, que ce qui va rester avant tout, c'est votre expertise pédagogique et c'est votre expertise de votre discipline. Et donc, il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA va vous produire. Mais je pense que maintenant, on commence de plus en plus à s'en rendre compte, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et donc, qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire pour nous aider à la planification? Eh bien, elle va pouvoir nous aider en termes d'objectifs d'apprentissage. Et donc, elle va pouvoir formuler des objectifs précis, notamment, si on le veut, selon la taxonomie de Bloom, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Elle va pouvoir m'aider à la structure du cours et donc me créer une structure peut-être plus cohérente par rapport à ce que j'avais déjà fait ou me proposer des associations auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc, elle va également pouvoir m'aider en termes d'évaluation, soit de me créer des grilles, de me créer des quiz, de me créer des critères d'évaluation. Donc là, on va vraiment avoir des propositions variées. Et puis, elle va pouvoir me proposer des activités pédagogiques avec une suggestion variée qui va être adaptée aux objectifs. Et on va voir que ça va me permettre, notamment, dans certains cas, de titiller un peu ma créativité et de changer un peu de ce que je fais d'habitude. Alors, on arrive maintenant sur la partie vraiment IA. Et donc, qu'est-ce qui va nous intéresser là? Quand on va parler d'IA, vous avez sûrement déjà entendu le terme de prompt. Donc, quand je vais interagir avec une IA, je vais lui formuler une demande. Et donc, cette demande que je vais formuler, ça va être le prompt. Et donc, on va voir que plus mon prompt est efficace, plus évidemment la demande sera efficace et donc la réponse de l'IA sera de plus en plus efficace. Plus mon prompt est flou, n'est pas précis, plus l'IA va s'éloigner en fait de ce que j'attends vraiment. Et donc,
par là, on a déterminé quelques éléments qui permettent d'avoir un prompt efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a comme éléments? On a tout d'abord la clarté et la précision. Il faut être assez spécifique dans ce qu'on lui demande. Il ne faut pas être ambigu et il faut éviter les termes assez complexes parce que sinon, ça va l'embrouiller. Donc, plus je suis clair, plus je suis précis dans ma demande, plus j'aurai une réponse tout simplement claire et précise. Alors, ce qui est très important, c'est de lui fournir un contexte. Plus le contexte va être précis, plus l'IA va être orientée correctement. Si je ne lui donne pas le contexte dans lequel je travaille, si je ne lui donne pas les étudiants, le profil des étudiants que j'ai en face de moi, très vite, on peut voir que l'IA va proposer des réponses qui vont s'éloigner de ma réalité propre. Moi, par exemple, je travaille, j'ai deux jobs. Je travaille dans une école secondaire et à l'université. Si quand je fais ma demande à l'IA, je ne spécifie pas le contexte dans lequel je suis, si je ne lui spécifie pas, là, j'aimerais que je suis enseignante dans le secondaire ou je suis chercheuse, je forme des profs de haute école, fatalement, la réponse ne va pas être la même. Donc, il faut que je sois précise dans mon contexte. Il faut que j'aie une certaine structure. Plus ma demande est structurée, organisée, elle peut être structurée sous forme de points en lui disant, voilà, j'aimerais que tu me parles de 1, ça, 2, ça, 3, ça. Ça lui permet d'être plus clair et plus structuré également dans sa réponse. Si vous nommez vos demandes par des points, vous allez voir qu'elle va vous répondre par rapport à ces points-là. Et donc, la structure de sa réponse sera également plus précise. Alors, un élément qui marche assez bien, c'est de le contraindre. Et donc, de lui dire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ChatGPT, quand vous lui faites des demandes, souvent, si vous ne le contraignez pas, la réponse va être assez longue. Par contre, si vous lui dites, j'aimerais que tu me répondes en 5 phrases maximum, elle va répondre en 5 phrases maximum. Si je souhaite qu'elle me réponde sur un certain ton, si je souhaite qu'elle me réponde avec un langage soutenu, elle va me répondre avec un langage soutenu. Si je souhaite qu'elle ait un langage plus familier, je lui dis, elle va me répondre avec un langage plus familier. Maintenant, si je le sous-entends et que j'ai envie d'avoir une réponse comme ça, mais que je ne suis pas explicite avec elle, elle ne va pas pouvoir le déduire. Alors, l'itération, évidemment. Si vous commencez avec l'IA, même si vous ne le commencez pas, nous, toujours, on n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on souhaite du premier coup. Donc, il va falloir affiner au fur et à mesure les prompts en fonction du résultat obtenu. Plus on réessaye, plus on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Et donc, se dire, j'essaye une fois, ça ne fonctionne pas, j'abandonne, ce serait un peu dommage, évidemment. Plus on teste, plus on voit les petites fonctionnalités, je veux dire, qui fonctionnent le mieux. Alors, ce qu'on peut faire aussi et que je vais vous montrer juste après, c'est s'aider de l'IA et donc demander à l'IA de nous guider dans la formulation d'un prompt efficace. Et donc ça va être le reverse prompting dont je vais vous parler juste après, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, un autre élément qui marche assez bien, c'est lui donner un exemple concret pour qu'il soit guidé vers un objectif précis. Et donc, si je lui demande de me faire un exercice, je peux très facilement lui dire, voilà un exercice que j'ai donné à mes étudiants, j'aimerais que tu m'en crées un qui ressemble à celui-ci ou qui se base sur la même structure que celui-ci. Et donc là, on le contraint en lui donnant un exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et puis évidemment, pour finir, il faut évaluer régulièrement l'efficacité des prompts et identifier les éléments qui fonctionnent moins bien, qui vont nous permettre de nous améliorer. Et donc, c'est vraiment avoir une analyse critique sur le prompt que je vais produire et avoir une analyse critique sur ce que l'IA va me produire. Et donc ici, ces éléments-ci, c'est notre première façon de fonctionner. Alors l'autre façon de fonctionner serait selon cette règle pour un prompt efficace également. Et donc c'est cette règle-là, on les a également listées. Donc c'est vraiment deux manières de faire.
Alors, le premier élément, ce serait toujours de donner un rôle à l'IA et donc l'identité que l'on donne à l'IA. Par exemple, tu es tuteur pédagogique, expert en droit, par exemple. Et donc, en lui donnant un rôle, il va très facilement comprendre dans quel milieu il se trouve. C'est comme je disais tout à l'heure. Moi, je dois lui dire, tu es enseignant en secondaire en 3e année ou tu es chercheur à l'Université de Liège. Ainsi, directement, il comprend comment est-ce qu'il doit répondre. Alors, on en a déjà parlé, à qui on s'adresse, le contexte, donc le public, les mots-clés, le temps, dans le programme, les prérequis, les difficultés qu'on a déjà pu percevoir chez nos étudiants. Donc, lui donner un contexte, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, comme on l'a dit, la contrainte, donc au niveau de la longueur, souvent, de la réponse. Si on est en langue, on peut le contraindre à un niveau linguistique également. Alors, décomposer le processus en étapes. Donc, lui dire en 1, j'aimerais que tu me fasses ça. En 2, fais-moi ça. En 3, fais-moi ça. Et donc, comme ça, il répond le plus clairement possible. Et donc, évidemment, ce qui n'est pas cité de l'autre côté et qui ici est important, c'est la tâche. Quelle tâche? Quelle est la finalité? Quelle est l'action visée? Qu'est-ce que je veux réellement qu'il fasse? Alors, je pourrais, par exemple, demander à une IA qu'elle analyse la réponse d'un élève et qu'elle me fournisse un feedback ou qu'elle me fournisse des questions pour approfondir la réponse de l'élève. Et donc là, je lui donne clairement une tâche. Je ne lui donne pas, voici la création d'un étudiant, fais-moi un retour. Le retour, si moi j'attends un feedback, il faut lui dire, parce que sinon, il va pas pouvoir créer le retour que je souhaite. Alors, le format, donc ça rejoint un peu la contrainte, le contraindre à quelque chose qu'il souhaite, que vous souhaitez qu'il vous produise. Si vous souhaitez qu'il vous produise un tableau, dites-le lui. Si vous souhaitez qu'il vous produise une réponse courte, dites-le lui. Et puis, quel est l'objectif principal? Quel est l'objectif de ma demande? Si je demande à l'IA de faire de la remédiation, il faut lui dire aussi clairement. Et donc là, on est vraiment sur cette règle qui se recourbe avec le point que je vous ai dit juste avant. Mais donc, plus vous allez respecter ces éléments-là, plus vous allez voir que la réponse que l'IA va vous donner va se rapprocher de ce que vous attendez. Et donc, on passe à la technique suivante qui est le reverse prompting. Alors là, on passe un pas plus loin. C'est vraiment une fois qu'on commence à être peut-être plus à l'aise ou on choisit une autre manière de travailler en réalité. Et donc, l'autre manière de travailler, c'est de proposer à l'IA de nous poser des questions. Donc, je m'explique. Par exemple, ici, si je prends le prompt que je vous fournis ici, donc la première chose qu'on va lui dire, c'est qu'on va toujours, par contre, lui donner un rôle. Vous voyez, tu es expert en ingénierie du prompt. Ta mission est de créer un prompt optimal pour la tâche suivante. Donc là, le rôle de l'IA, c'est d'être ingénieur du prompt, d'être un spécialiste du prompt. Donc, fournis-moi un prompt pour créer la tâche suivante. Ça pourrait être pour créer un plan de cours pour des bacs 2 psycho sur la matière que voici. Et donc là, la particularité, c'est que l'IA ne va pas fournir le plan de cours, mais elle va fournir le prompt qu'il faut que je fournisse par la suite à l'IA pour avoir mon plan de cours. Et donc, suite à ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, ma tâche générale, c'est le plan de cours. Et donc, je vais lui dire, pose-moi des questions pertinentes pour obtenir plus de contexte sur la tâche. Assure-toi de couvrir les aspects suivants: objectif, public, contrainte, niveau de détail ou tout autre élément de contexte important. Je lui dis d'attendre mes réponses à tes questions. Et une fois que j'aurai répondu, et une fois que tu as reçu mes réponses, analyse la tâche, ses objectifs en tenant compte du contexte fourni. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est crée-moi un prompt détaillé et optimisé pour cette tâche qui va me permettre par la suite de replacer ce prompt dans une IA. Et donc là, j'aurai gagné du temps car c'est l'IA qui aura fourni mon prompt. Et donc,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement reprendre les éléments de la page d'avant. Et je retourne en arrière. Vous pouvez facilement reprendre les 7 étapes ici, les placer dans une IA, donc lui demander de vous questionner par rapport à ceci. Et donc, vous allez voir que plus elle va vous questionner, plus vous allez penser à des éléments que vous n'auriez pas pensé à mettre dans votre prompt de base. Et donc là, l'IA va enrichir le prompt, ce qui va permettre par la suite de ne pas devoir passer par un ensemble d'étapes pour arriver au produit fini. Et donc ça, c'est vraiment une méthode que je vous conseille de tester. Alors, ce n'est pas la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, mais si vous avez un peu de temps pendant les vacances, essayez de tester, voyez jusqu'où elle peut vous mener, et ça peut vraiment être intéressant. Et c'est là aussi qu'on va aller plus loin dans la créativité, car elle va poser des questions, elle va aller titiller des éléments auxquels on n'aurait vraiment pas pensé. Et donc, c'est vraiment une méthode qui peut être intéressante. Je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Il fait chaud ici. Il n'y a toujours pas de questions. Il y en a dans le chat, mais je vais m'occuper d'y répondre pendant que... Tu t'occupes de répondre? Ok. Parce qu'on passe à la grosse partie. Juste si vous avez quelques questions, on peut faire une petite pause avant la partie vraiment test des outils. Donc, si vous avez des questions propres à ça. Alors, oui. il y a une question que je vois dans le chat. Pour le reste, j'ai répondu, notamment par rapport à la question des termes ambigus qui peuvent porter à confusion au niveau de l'IA. Et j'avais donc donné, pour exemple, l'avocat. Si on lui parle d'un avocat, ben, l'IA, elle va soit considérer que c'est le professionnel, soit elle va considérer que c'est le fruit. Donc, si on n'apporte pas de contexte, et ça rejoint alors les fameuses règles d'or, ben, l'IA apporterait beaucoup plus de confusion par rapport à la compréhension de ces termes-là si on n'apporte pas de contexte. Donc voilà, c'était pour répondre à cela. Et l'autre question, y a-t-il des IA plus spécifiques pour des cours scientifiques, la physique en l'occurrence, pour des bacheliers en agronomie, pour lesquels la physique n'est pas une fin en soi? Alors c'est une excellente question parce qu'elle est très précise et moi je ne suis pas du tout dans la question scientifique de ce genre de choses. Maintenant, ce que je peux vous inviter à réfléchir, c'est non pas forcément en termes d'outils tels qu'on va vous les présenter, qui sont spécifiques à l'enseignement de manière générale, à savoir Edued, Magic School, etc. Mais il y a possibilité de calibrer des intelligences artificielles pour qu'elles deviennent spécifiques en tant que telles. Alors je m'explique, et on va y revenir de toute façon. Partez du principe que vous n'avez pas besoin de l'outil en tant que tel, mais des fonctionnalités de l'outil pour pouvoir lui donner des éléments qui vont la rendre spécifique à votre discipline. Et à partir de là, vous avez un outil qui est dédié à la matière que vous souhaitez traiter. Mais on va y revenir, donc pas de spoil non plus. On vous parlera de Notebook LM et c'est notamment à partir de là que je reprendrai peut-être la main pour répondre à Madame Blowart, si je n'estropie pas votre nom de famille, pour aller plus en détail par rapport à votre question. Mais en tout cas, voilà, on y reviendra et oui, c'est possible. Mais on ne va pas vous vendre des marques, entre guillemets, d'outils dédiés à chaque discipline. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit via le chat ou oralement, hein, vous pouvez lever la main aussi et on vous donne la parole. Donc ici, vous voyez que j'ai fait 3 catégories. Donc j'ai placé les outils en 3 catégories. Edued et Magic School. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment des outils qui sont propres à l'enseignement. Et donc ils sont vraiment précalibrés. Et donc on va voir que tout à l'heure, je vous ai parlé de comment faire un prompt efficace. Ces outils-là, ils ont été créés pour vous faciliter la tâche, justement. Et donc, quand on ne sait pas trop, j'aimerais bien utiliser l'IA, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, qu'est-ce que je pourrais lui demander, on va voir que ces 2 outils-là vont vraiment être super intéressants parce qu'ils vont me proposer différentes fonctionnalités. Et donc, par exemple, ils vont me proposer de créer un travail de groupe. Et donc, on peut se dire, j'aimerais retravailler cette thématique-là avec mes étudiants, j'aimerais revoir la manière dont je le fais. Je ne sais pas trop comment modifier ça. Je vais dans Edued, je vais dans Magic School et je vois différentes fonctionnalités qui sont possibles. Alors, la colonne du milieu, c'est la colonne qui est, à mon avis, la plus connue. Gemini, Copilot, ChatGPT. Moi, j'ai mis les 3. Vous prenez celui qui vous correspond ou celui auquel vous êtes peut-être associé avec votre école. Moi, je vais utiliser Gemini, mais sans pub, c'est vraiment simplement personnel.
Et donc là, c'est vraiment les chatbots qui sont très généraux où je peux aller poser un ensemble de questions. Et donc là, par contre, toute la partie sur le prompt est très importante parce que c'est là que je vais devoir faire un prompt précis ou que je vais devoir passer par le reverse prompting. Alors, on va voir aussi qu'on peut, ce qu'on appelle un peu l'effet rebond, utiliser une IA, ce qu'elle a produit, le replacer dans une autre. Je vais vous faire un exemple tout à l'heure. C'est beaucoup ce qu'on fait assez beaucoup, nous, c'est vraiment utiliser les fonctionnalités de l'une pour aller utiliser les fonctionnalités de l'autre qui marchent le mieux. Et puis, il y a le dernier qui est complètement à part, c'est NotebookLM. Ça, c'est un RAG. Et donc, comme mon collègue vient de le dire, là, je vais lui donner des éléments, je vais lui fournir des éléments et il va uniquement se baser sur ce que je lui ai fourni. Et donc, il ne va pas sortir de ce que je lui ai fourni. Et donc, si j'ai un syllabus en physique, par exemple, avec des éléments ou si j'ai un programme avec des éléments vraiment bien précis, alors je vous conseille d'utiliser NotebookLM parce que même si dans ChatGPT, Copilot, Gemini, vous pouvez placer des documents, sachez qu'ils vont toujours sortir des documents et se servir du net, alors que NotebookLM ne le fait pas. Et donc ça, on verra par après. Et donc, je vais commencer par les deux qui sont spécialisés pour l'enseignement, donc Edued et Magic School. Donc, je vais sortir de... Alors, voici comment se présente Edued. On voit bien mon écran là. On voit bien, oui. Donc, il est en anglais, mais vous pouvez assez facilement le traduire en français. Et donc, vous voyez qu'il propose vraiment un ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, de fonctionnalités. Et donc là, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont précises. Donc ici, moi, j'en ai mis certaines en favori. Étant donné qu'ici, on veut voir un plan de leçon, ben, je vais vous montrer la fonctionnalité plan d'unité. Donc, quand je vais dans plan d'unité, vous voyez, j'ai des éléments qui sont pré-remplis. Donc, quel est l'objectif? Quel est le sujet? Et quel est le niveau? Donc ici, je vais déjà prendre le niveau. Donc, je suis post-secondaire. Alors, le sujet, donc moi, je vais faire ici, par exemple, comprendre l'IA, son fonctionnement, maîtriser l'art du prompt, l'éthique, l'esprit critique et le plagiat. Et donc, l'objectif général, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, simplement en remplissant ces trois éléments-là, vous voyez que vous pouvez également y ajouter des documents ou un site web. Alors, pas de vidéo YouTube parce que ça, c'est pour la version pro. Donc, moi, là, tout ce que je vous montre, c'est en version gratuite. On voit également qu'on peut améliorer le prompt grâce à l'IA. Donc là, au final, toutes les 7 rôles que je vous ai montrés, ben, tout est facilité. Et donc, je vais lui demander de me générer par rapport simplement à ceci. Donc, on imagine, je dois construire pour l'année prochaine, pour mes étudiants, un cours sur l'intelligence artificielle avec ces 4 balises-là, et je suis perdue. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça dans Edued. Voilà ce qu'il me produit. Donc, il me propose une première leçon avec l'objectif principal, le vocabulaire clé, il me parle du matériel dont je vais avoir besoin, il me parle de comment est-ce que je vais pouvoir débuter, quelle pratique, on me donne également une évaluation formative et donc vous voyez que très rapidement il va vous fournir, alors ici vous voyez que c'est un plan de leçon qui n'est pas détaillé, on est vraiment dans quelque chose d'assez large, ok? Alors si je vois que ceci m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement reprendre, donc j'ai différentes possibilités. Je peux exporter ici soit je copie-colle ce qu'il m'a produit en PDF ou en document Word. Je peux reprendre ce qui a été produit ici et ça peut être la base de mon prompt que je vais replacer dans une autre IA. OK? Donc ici, elle m'a vraiment créé 4 leçons assez rapidement. Donc ici, vous voyez qu'Edued, ce n'est pas un chatbot comme ChatGPT ou Gemini. Il me crée quelque chose. Alors, ce qui est assez pratique, c'est que je peux aller modifier dedans. Si je souhaite ajouter des éléments, il a oublié un terme, ou cette étape-là, moi, elle ne m'intéresse pas, je peux l'enlever.
Vous voyez que c'est assez pratique. Ça, c'est plus compliqué peut-être à faire dans ChatGPT. Il faut sélectionner en tout cas une fonctionnalité. Ici, ça le fait directement. Donc ça, c'est vraiment la première fonctionnalité qu'on peut avoir dans Edued. Donc c'est plan d'unité. Et donc vous voyez que c'est assez large. Alors pour vous montrer un autre exemple, on peut également prendre le plan de leçon des 5 E. Vous allez voir ce qu'ils entendent par 5 E. Donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure. J'aimerais bien modifier mon cours, mais je ne sais pas comment. Ah ben, je testerai bien ceci, plan de cours en 5 E. Alors là, il faut savoir que on est plutôt sur quelque chose de plus précis. Et donc là, je vais décider de me cibler sur une thématique, l'éthique, l'esprit critique et le plagiat dans le cadre de l'intelligence artificielle. OK? Donc là, je sélectionne vraiment quelque chose d'assez précis et une activité assez précise. Ici, le plan de leçon sur les 5 E, ça ne va pas être quelque chose que je peux établir sur le long terme, c'est plutôt une activité. Vous allez voir ce que ça produit. Et donc, les 5 E, ils entendent par là différentes phases. Et donc, la première phase, ça va être la phase d'engagement. OK? Puis, on va avoir, donc d'abord, vous voyez qu'ils écrivent en anglais, ce sera traduit par la suite. Puis, on va avoir la phase d'exploration, l'explication, l'élaboration et puis l'évaluation. Et donc, où est-ce qu'il est mon petit? Ils ont bougé. Où est-ce qu'il est le traduire? Voilà. Et donc, vous voyez que la phase d'engagement, et donc les étudiants vont examiner comment l'IA peut produire des essais en un temps record, les implications de cette capacité sur l'intégrité académique. Et donc, vous pouvez, ils vous proposent des questions pour un peu, je veux dire, exploiter cette phase-là. Et puis, ils vous proposent la phase d'exploration, puis la phase d'explication, l'élaboration et puis l'évaluation. Alors, vous voyez qu'ils vous fournissent carrément un tableau d'analyse, une grille d'évaluation, je dirais que vous pouvez fournir aux étudiants. Et donc, si, même chose que tout à l'heure, ça m'intéresse, mais que c'est pas assez précis, ça va pas assez dans le détail, qu'est-ce que je fais? J'utilise ceci, je le copie, et puis je peux assez facilement me rendre dans Gemini, je recolle ce qui a été produit et je lui demande va dans le détail de ces activités en les creusant davantage. Et donc là, vous voyez que mon prompt à la base, il est assez conséquent, mais je n'ai pas fait grand-chose jusque-là. J'ai simplement demandé à une IA de me fournir ceci. Et puis, je demande à une autre IA d'aller davantage dans ce qui a été produit. Et donc, vous voyez qu'ici, eh ben, on va aller beaucoup plus dans le détail et qu'elle va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut lui demander. Et donc, comme ça, assez facilement, vous voyez ici qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus conséquent. Là, vous allez pouvoir commencer à discuter avec l'IA et lui demander, voilà, par exemple, ici, elle me demande, est-ce que tu aurais besoin de fiches scénarios précises pour l'exercice d'investigation en phase 2? Je peux lui dire oui ou je peux lui dire oui, j'aimerais que ces fiches soient comme ci, comme ça. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment arriver à créer une activité assez riche. Et donc, évidemment, c'est possible de faire ça directement dans Gemini. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Je vous montre Edued si vous êtes complètement dans le doute, complètement dans le flou, complètement dans... Je sais que j'aimerais retravailler cette activité, mais je ne sais pas comment. Et donc, si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller, évidemment,
je vous invite vraiment à aller creuser les différents éléments qui sont proposés ici. Et donc ici, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver, en fait, c'est vraiment trouver de l'inspiration. Donc ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, on a, ça va être un peu la même chose, hein, mais vous voyez, ici, dans Magic School, c'est également tout un ensemble de... vous avez aussi plan de leçons, vous avez créé des quiz, généré des fiches de travail, un chatbot personnalisé. Cette fonctionnalité-là, on fera peut-être un webinaire chatbot, mais cette fonctionnalité-là, sachez que dans Magic School, elle est assez intéressante parce que vous allez pouvoir suivre en fait les conversations de vos étudiants. Et donc ça, c'est une possibilité qui n'est pas envisageable avec Gemini ou ChatGPT, par exemple. Vous pouvez mettre une question, une vidéo YouTube et lui demander de générer des questions par rapport à cette vidéo. Et donc, vous voyez, c'est vraiment pareil. Alors, il y a des éléments bac de professeur, voilà, c'est un peu, c'est moins intéressant, mais il y a des éléments. Vous retrouvez ici le plan des leçons en 5E. Et donc, c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir des idées de comment un peu diversifier mon enseignement. Et donc ici, par exemple, vous pourrez se dire, j'aimerais faire un travail de groupe, mais je ne sais pas comment. Et donc, je peux, générateur de travail de groupe. Donc, pareil, ici, je choisis mon niveau. Alors là, je peux carrément choisir mon timing. Je peux me dire qu'on est sur 50 minutes. Et donc, je vais repartir sur l'idée de l'éthique, l'esprit critique et le plagiat. Dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors, même chose, vous pouvez également ajouter un fichier. Si vous avez une activité qui est créée de base et que vous aimeriez la changer, vous pouvez mettre votre activité et elle va se baser là-dessus pour pouvoir créer la nouvelle activité. Vous pouvez sélectionner le nombre de participants, je vais mettre 4, et puis je vais lui demander de générer. Et donc, de nouveau, très rapidement, très bluffant, elle me crée. Alors là, vous voyez que c'est déjà un peu plus précis que ce que Edued m'a fourni tout à l'heure. Avec 2 éléments, sans simplement quelque chose d'éthique sur l'IA et il faut que ça dure 50 minutes. Et donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment quelque chose de plus détaillé, en tout cas en termes de timing. Mais je peux me dire, bah ok, j'ai quelque chose de détaillé, alors j'essaye de lire rapidement. Qui est responsable dans chaque exemple. Donc on voit qu'il me propose peut-être quelque chose de jeu de rôle ou en tout cas d'exemples concrets, mais je n'ai pas les exemples. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie-colle ici, je copie le message, je vais dans Gemini, ChatGPT ou Copilot, je colle ceci et puis je lui dis propose-moi les exemples. Ciblé pour cette activité. Alors, on peut dire cette activité s'adresse, ici, je peux être plus précis, à des étudiants. Bac 2, psycho, par exemple. Et donc là, de nouveau, comme tout à l'heure, très rapidement, j'ai un prompt qui est assez conséquent, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, on voit même qu'ici, il me propose 2 possibilités. Et donc, voici une proposition de scénario spécifique pour des bacs de psycho. Alors, je pourrais être plus précis. Hein, on pourrait dire dans le cadre de ce cours-ci. Ici, je vais assez rapidement pour vous montrer ce qui est possible. Et donc, vous voyez ici, vous avez les scénarios qui sont à chaque fois développés. Et donc, il se peut qu'un scénario soit plus intéressant ici, un scénario soit plus intéressant à droite. Et donc, à partir de ça, je vais vraiment avoir quelque chose qui va se construire assez rapidement. Et donc, la même chose,
j'aurais pu me dire, j'ai envie de retravailler cette activité, je ne sais pas comment, je vais voir sur Magic School, je vois créer un travail de groupe. Je me dis, ah, bah oui, pourquoi pas. Et donc, suite à ça, ça débouche vraiment sur le début de ma réflexion. Et donc là, c'était vraiment l'idée pour laquelle on vous présente Edued et Magic School. Mais on voit bien que les réponses, elles sont assez concises et peu développées. Et donc, si vous utilisez Edued ou Magic School, ce que je vous conseille, c'est vraiment utiliser cet effet rebond et aller utiliser après Gemini ou ChatGPT. Alors, l'autre possibilité, c'est d'être assez clair sur ce que je veux. Et là, par exemple, vous voyez que j'ai écrit mes prompts. On peut se dire que je sais que je veux travailler l'intelligence artificielle avec mes bacs de bachelier droit. Je sais que mon cours, il est de 6 heures, réparti sur 2 semaines, que les étudiants ont déjà certaines connaissances et que ce sont des étudiants qui se destinent à devenir assistants juridiques. Et j'aimerais bien une structure générale pour ce cours en identifiant les principaux thèmes à aborder et l'articulation logique. Là, je sais ce que je veux, j'ai une demande assez précise et donc je peux directement aller dans ChatGPT ou Gemini. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est alors de créer une nouvelle discussion parce qu'il faut savoir que dans ChatGPT, Copilot, Gemini, tout ce que vous lui demandez dans une discussion, il va se baser sur ce qui s'est passé au-dessus. Étant donné qu'ici, c'est complètement une nouvelle demande, je vais faire une nouvelle discussion. Je vais coller mon prompt. Oui, ça le colle en image. Je ne sais pas pourquoi des fois il fait ça, mais ça revient au même. Donc, vous voyez qu'ici, il me propose une structure générale de cours en 6 heures de cours avec la semaine 1 sur 3 heures. Voici le thème 1, le thème 2, la semaine 2, le thème 3, le thème 4. Il me justifie en quoi l'articulation est logique. Alors là, évidemment, étant donné que mon prompt était quand même assez réduit, eh ben, je vais pouvoir me baser sur sa première réponse et interagir avec lui et pouvoir lui demander, par exemple, de me donner davantage d'exemples ou de me créer les situations. Et donc, c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir faire. Et donc, comme ça, on a vraiment, une fois qu'on a une demande assez précise, on peut alors utiliser ChatGPT, Gemini et Copilot et puis réagir par rapport à ce qu'ils produisent. Donc ça, c'est pour ceci. Alors, je m'arrête voir s'il y a des questions. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions oralement. J'ai répondu à plusieurs questions qui étaient posées dans le chat, à savoir la question de traduction via Google, si ça n'altère pas les fonctionnalités comme sur certains sites. Alors, pour répondre à Céline qui posait la question, effectivement, sur Edued, il y a une fonction native de traduction, donc c'est préférable d'utiliser cette fonction-là plutôt que d'utiliser la traduction via le navigateur, qui entraînerait alors la perte de différentes options parce que ça aurait un impact sur le code de la page directement. Donc, utiliser les fonctions natives de traduction du site, c'est préférable. Je regarde si je sais juste la montrer. Mais... oui. Oh non, on ne sait pas retourner dans les... Je ne sais pas si on sait le faire comme ça. Espace de travail, non, bon. Alors, sinon, il y avait une autre question qui était sur quelle source se base Edued. Et là, Céline a répondu qu'effectivement, c'est les bases de données d'entraînement de OpenAI. OpenAI, donc, c'est ChatGPT qui est derrière aussi. Alors, est-ce qu'il est plus pertinent, plus riche de passer d'une IA à l'autre pour affiner la recherche ou vaut-il mieux rester dans la même? Alors, j'avais répondu également dans le chat, mais j'aurais tendance à dire que de passer de l'une à l'autre en fonction de ce qu'on souhaite obtenir en termes de résultats, je pense que c'est la meilleure des réponses qu'on puisse donner dans le sens où ChatGPT ne permettra pas, par exemple, de générer un support de présentation clé en main, comme le ferait, par exemple, Gamma, qui est un autre outil d'IA qui permet de générer des présentations clés sur porte. Donc voilà, c'est fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat que vous allez vous orienter vers telle et telle IA. Donc typiquement, ce que je fais à titre personnel, c'est utiliser Gemini pour affiner mon prompt, lui dire à quoi va servir le prompt et sur quel outil d'IA ça va être mené de manière à ce que le prompt rendu soit vraiment spécifique à l'outil que je vais utiliser. Par exemple, j'aimerais bien créer un site web qui sera fait via Canva Code. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on pourra faire un webinaire à propos de Canva Code en tant que tel, qui est donc un moteur d'IA qui permet de générer du site finalement.
Eh bien, je vais demander à Gemini de m'aider à rédiger mon prompt pour que je puisse le copier-coller directement après sur Canva Code pour obtenir mon site web prêt à l'emploi. Donc voilà un exemple d'utilisation. Alors je vois que ça continue dans le chat. Est-ce qu'il y a un nombre d'échanges possible limité dans la version gratuite? J'ai envie de dire, comme d'habitude, pour toutes les IA, malheureusement, voilà, on est limité par le nombre d'interactions ou le nombre de crédits, de tokens. Enfin voilà, il y a toute une série d'éléments qui vont venir malheureusement contraindre notre utilisation des outils d'IA en tant que tels. Et pour trouver une IA entièrement gratuite aujourd'hui, et non limité en termes de nombre d'échanges, bah, c'est pas forcément facile, hormis peut-être le dernier outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui pour le moment est gratuit. Il y a une version payante qui offre pas mal d'autres options, mais dans la version gratuite, c'est déjà pas mal du tout. Pas de spoil, mais on va vous parler de Notebook LM, qui maintenant a fait son petit bonhomme de chemin depuis presque 2 ans maintenant, je crois. Et donc, voilà pour les différentes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser oralement ou dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas. Je reste dispo aussi. Merci pour toutes ces interactions, c'est super intéressant. Et donc oui, comme mon collègue vient de le dire, il nous reste un outil à vous présenter. Et donc cet outil, je vais me remettre... Ah non, non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Bon. Je vais me remettre sur mon PowerPoint. Et donc, désolée, je n'ai pas pris la fonctionnalité la plus rapide, voilà. Donc il nous reste Notebook LM, donc qui fait vraiment une catégorie à lui tout seul et qui est complètement à part, car comme on l'a dit, c'est un RAG, et donc là, il va fonctionner par rapport à ce que je lui fournis. Donc c'est-à-dire que si j'ai une demande, mais que je n'ai pas quelque chose à lui fournir, donc pas de document ou pas de source, c'est pas Notebook LM qu'il faut utiliser. Je vais utiliser Notebook LM si j'ai quelque chose à lui fournir à la base. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple de mon vécu à moi. Et donc, après, vous saurez peut-être identifier quelque chose dans le vôtre. On peut, voilà, moi je suis enseignante en sciences, on va changer nos référentiels ici à la rentrée. Et donc, on a de nouveaux programmes. Et donc, je peux utiliser le programme qu'on me donne. Je peux utiliser mon cours actuellement et je peux utiliser alors ici c'est une fiche projet, mais c'est en quelque part des contraintes. Je peux lui donner des contraintes. La contrainte ici, c'était par exemple d'utiliser le numérique d'une certaine façon. Et donc, à partir de ces trois éléments-là, de ces trois documents, je vais lui fournir un prompt. Le prompt que voici. Donc, je suis enseignant en sciences en 3e année dans l'enseignement général. Donc là, je lui donne le rôle qu'il va devoir avoir. Je voudrais élaborer un cours sur la poussée d'Archimède, donc je lui donne sa tâche. Mes élèves sont en 3e secondaire et donc ont environ 14 ans. Donc là, je cible vraiment le public. Ils suivent le cours de sciences de base à raison de 3 heures par semaine. Donc là, en quelque part, je le contrains. Et donc, je le contrains également. J'aimerais rendre le cours ludique en incluant le numérique. Peux-tu me faire un plan de cours? Donc là, c'est vraiment la tâche, l'objectif final. Donc, comment est-ce que je vais faire ceci? Je vais me rendre sur Notebook LM. Alors, Notebook LM, ça ressemble à ceci. Donc, une fois que vous êtes sur Notebook LM, sachez que Notebook LM fonctionne avec Google. Donc, vous n'avez pas trop le choix de vous connecter avec une adresse Gmail. Enfin, c'est obligatoire. Et donc, une fois que vous vous serez connecté avec votre adresse Gmail, vous allez avoir, alors vous voyez que moi, j'adore Notebook LM, je lui ai déjà fait quelques petits notebooks. Donc, un notebook, ça va correspondre à un ensemble de sources que je vais lui donner. OK? Donc, je vais faire un nouveau avec vous pour vous montrer. Donc, je crée mon nouveau notebook. Et je vois ici qu'on me propose, alors je peux aller chercher des sources sur le web, je peux importer des fichiers, des sites internet, alors aller directement dans mon drive Google ou copier-coller un texte. Alors moi je vais ici partir de fichiers, alors que j'ai sélectionné en amont. Donc vous voyez qu'il va charger les fichiers, alors je vais le nommer test.
Alors, je lui laisse charger les fichiers. Pendant ce temps-là, je vais recopier mon prompt, s'il veut bien. Ah, oh, voilà. Hop. J'espère que ça va aller. Hop. Je sens que mon ordi commence à chauffer. Et puis, ah, voilà. Donc, des fois, il faut un peu attendre le temps que les sources se chargent. Et donc, vous voyez déjà ici que vous avez un premier résumé de vos sources. Et donc, vous voyez également, mais ça peut faire l'objet d'un autre webinaire ou si vous avez déjà suivi d'autres webinaires sur Notebook LM parce qu'il est vachement apprécié, vous voyez qu'il y a diverses fonctionnalités ici. Donc, il permet la fonctionnalité chatbot comme ChatGPT et Gemini une fois que je lui ai fourni des sources, mais il permet aussi beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Et donc, une fois que j'ai mes deux sources, je vais lui mettre mon prompt. Voilà. Et donc, la petite particularité de Notebook LM qu'on n'a pas sur ChatGPT ou Gemini, vous voyez ici, il me répond, j'ai la réponse, mais j'ai sa réponse. Ici, quand je suis dans Notebook LM, je vois que j'ai des petits numéros qui apparaissent. Et en fait, ces petits numéros vont correspondre à l'endroit et le document dans lequel j'ai été trouver la formation. Par exemple, le plan de cours est conçu pour une durée de 10 à 14 périodes. Ça vient du programme. Et donc, ça vient du programme. Je vois que ça vient de cette page-là. Ça veut dire que dans le programme, on me propose que cette UA-là prenne 10 à 14 périodes. Et donc, je vois que bah, voilà, ça m'évite déjà d'aller trouver dans la page, le temps qui est nécessaire. Et là, il me crée de toutes pièces mon plan de cours. Et vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez détaillé, qui peut être plus détaillé même que ce que Edued ou Magic School me proposait tout à l'heure. Évidemment, c'est également détaillé parce que je lui ai fourni des sources. Plus je lui fournis de sources, plus il sera détaillé. Vous voyez? Donc ici, on a partie 1, l'objectif. Alors, il me propose une approche ludique et numérique en utilisant une situation problème. Alors, vous voyez que cette situation, en fait, elle vient du livre. Et donc, si je dois modifier mon cours, mais qu'il y a certains éléments que je peux réutiliser de mon cours, c'est tout bénef. Et donc ici, vous voyez qu'à chaque fois, et donc vous pouvez là facilement lui répondre et lui dire de remodifier ça ou d'aller plus dans le détail d'une certaine activité. Et donc là, vous avez la première fonctionnalité. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez, par rapport à ces documents-là, lui faire créer un résumé audio, lui faire créer une vidéo, lui faire créer une carte mentale, une présentation, par exemple. Je peux, une fois que j'ai fait mon plan de cours, qu'il est assez détaillé, je lui demande, hop, crée-moi la présentation pour ce plan de cours. Et donc, on voit vraiment que les fonctionnalités de Notebook LM sont assez impressionnantes en réalité. Et donc, pour le moment, tout ça est toujours en accès complètement gratuit, donc il faut en profiter. On garde toujours la petite précaution de se dire qu'à un moment, ça peut passer en version payante. Alors, il y a une version payante qui permet de mettre plus de documents et qui permet, lors de la création des éléments multimédia, d'avoir des créations qui se basent sur plus de documents. En fait, si vous mettez une quinzaine de documents, les créations multimédia vont se cibler sur peut-être 5-6 documents et pas forcément l'entièreté de vos documents. Alors que si vous êtes en version payante, il va prendre plus en compte tous les documents que vous lui avez fournis. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Notebook LM? Alors, est-ce qu'il est possible d'organiser les notebooks en sous-groupes, etc. Et je vais voir que Céline vient de répondre également. Il existe des plugins pour ça, pour les intégrer directement à Notebook LM. Du coup, si je comprends bien, sinon via Gemini,
qui est en lien avec Notebook LM parce que c'est Google qui se trame derrière. Ici, Il est possible d'organiser ces différents notebooks. Donc, si nous avons créé un notebook via Notebook LM, on pourra le voir se greffer à Gemini et l'organiser alors sous forme de sous-dossier, etc., etc. Donc ça, c'était un élément. Il y avait un comparatif avec Perplexity. La différence étant que Perplexity intègre un moteur de recherche au départ et ne travaille pas exclusivement sur les sources qu'on lui fournit, même s'il est possible de fournir ses propres ressources à Perplexity aussi pour pouvoir les faire communiquer. Donc ça, c'est la grosse différence parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'avec Notebook LM, il va fonctionner uniquement avec ce qu'on lui donne. Si on décide de travailler comme ça, il est possible de faire une recherche via l'interface de gauche, si vous le voyez dans l'onglet source, si vous voyez la petite planète, et ben vous pouvez faire une recherche directement sur le web et considérer que c'est une ressource complémentaire à votre notebook. Voilà, où Léa est en train de vous montrer ici. Mais ce n'est pas forcément le principe direct de Notebook LM qui fonctionne effectivement en vase clos, et l'intérêt étant que toutes les données que vous lui fournissez, Google garantit derrière, dans les conditions d'utilisation, que les données ne sont pas utilisées à des fins d'entraînement au niveau de l'outil en tant que tel. Donc voilà, ça c'est bon à prendre aussi par rapport au comparatif d'autres outils. Voilà, donc est-ce que les notebooks restent-ils privés à moins qu'on ne le rende public? A priori, oui, puisqu'ils le garantissent dans les conditions d'utilisation. Mais vous pouvez les rendre publics et vous pouvez les partager de manière à pouvoir collaborer avec différents collègues, imaginons, qui ont d'autres ressources qu'ils souhaiteraient partager et mettre en communication avec les sources que vous lui avez déjà fournies. Donc voilà, c'est plein d'éléments, c'est le même environnement que Google finalement. Donc voilà. Alors, je vois qu'une personne lève la main, je vous invite peut-être à prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Olivier. En fait, j'aimerais savoir si, lorsqu'on a créé une présentation sur Notebook LM, pardon, il est possible de pouvoir modifier certains éléments parce que il m'est déjà arrivé d'avoir donc produit des présentations, mais on ne sait pas modifier le texte, par exemple. C'est considéré comme une image. Et donc, quand je l'importe dans PowerPoint, par exemple, eh bien, c'est vraiment chaque dia est considéré comme une image. Donc. C'est récent, vous pouvez maintenant modifier, alors c'est pas le plus facile, vous pouvez modifier ici en faisant prompt Oui. par prompt, Oui. dia par dia. Oui, c'est ça, voilà, oui. Ça aussi, oui, je l'avais vu. Mais alors, c'est un petit peu, c'est un peu plus lent. Enfin, je vais dire, plutôt que de changer, voilà, vous montrer une dia, bon, si je voulais changer le mot voyage par autre chose, je peux lui mettre un prompt, effectivement, mais je ne sais pas le faire moi-même. Hein, donc, effectivement, ça va. Alors, il faut utiliser Gamma. Oui. Utiliser Gamma. Ok. G-A-M-M-A. Lui, il permet, il crée vraiment un PowerPoint et donc il permet vraiment la modification. D'accord. Merci. Alors, il y a une autre question, remarque dans le chat, nous n'avons pas abordé l'aspect impact environnemental de l'utilisation des IA. Est-ce qu'on a des sources à partager sur cela, par exemple, attirer l'attention sur les impacts variables de la production d'une vidéo, audio, etc. Alors oui, on a tout un tas de ressources. Et alors Céline a partagé le site EduConnect Impact, excusez-moi, VitaScience, Comparia. Il y a toute une série d'éléments qui peuvent être utilisés dans le cadre des formations qu'on peut donner pour alimenter notre réflexion. Et ça, je pourrais vous partager aussi toute une série d'autres documents. Quand je vous partagerai aussi le replay du webinaire si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas vraiment l'objet du webinaire ici en tant que tel. Parce qu'effectivement, la question des multiples générations a forcément un impact environnemental et ce n'est pas forcément l'objet du webinaire ici, mais si ça vous intéresse, on pourrait peut-être éventuellement aussi vous proposer un webinaire qui irait en ce sens-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques, satisfaction, insatisfaction, c'est le moment, c'est l'instant. Personnellement, je suis très, très satisfaite. Moi, je trouve ça génial. Et comme je l'ai mis plus haut, puisque vous en avez parlé, de développer un peu plus Notebook LM, parce que je pense que c'est intéressant pour nous en tant qu'enseignants, mais aussi à leur pouvoir le transmettre aux étudiants, parce que mais finalement, parfois, je me rends compte qu'ils gèrent encore mieux que nous, et je trouve ça un peu frustrant, surtout des outils comme ça qui peuvent être tellement intéressants. Ça serait cool d'être
d'être au courant avant eux. Donc, c'est vrai que si on pouvait organiser quelque chose qui nous permette de bien maîtriser ça et pouvoir alors les conseiller, enfin conseiller aussi nos étudiants dans l'utilisation de certaines choses, ça serait cool. Et alors, apparemment, je vois qu'il y a des gens qui s'y connaissent vachement parce que moi, quand j'ai lu, il existe des plugins pour ça par rapport à les notebooks en sous-groupe. Moi, on m'a largué là, hein. Il existe des plugins pour ça. Je ne vois même pas de quoi on parle. Mais c'est peut-être pas important, ceci dit. Mais en tout cas, voilà, moi je veux dire, je trouve que tout ce que vous montrez ici est vachement intéressant. Donc, merci. Avec plaisir. On dit merci Merci. à Léa, en tout cas. Merci à vous. Pour rebondir directement, et pas trop de spoil, mais par rapport à Notebook LM, mais avec la casquette de l'étudiant, de l'apprenant, vous pouvez très bien imaginer pouvoir vous en servir si vous acceptez de fournir effectivement votre cours, hein, ou tout support qui rentre justement dans ce cadre-là. Vous pourriez imaginer d'utiliser Notebook comme étant une espèce de challenger par rapport à l'aspect révision finalement. Donc vous lui fournissez un cours, l'étudiant n'a pas bien compris tel concept, et bien, il peut utiliser le système pour pouvoir vulgariser ces concepts et se challenger via des flashcards, ce genre de choses. Donc c'est assez précieux aussi. Mais on pourra en reparler lors d'un prochain webinaire si ça vous intéresse. Voilà, je vous enverrai, vous verrez encore mon prénom apparaître dans vos différents mails en tout cas. Avec plaisir. Je vois que Céline partage un notebook LM qu'elle a fourni à ses étudiants. Ça peut être une belle source d'inspiration. Merci Céline. Et il y a encore quelqu'un qui lève la main. Oui, moi c'était simplement pour un petit partage. Alors j'ai découvert ça hier, mais j'ai pas encore eu le temps d'approfondir. Mais c'est le site Technopédia de mémoire-CPON. Et donc on retrouve vraiment pas mal de prompts, etc. pour investiguer un peu la même thématique. Et donc voilà, c'est un petit partage pour qui veut. C'est super Technopédia, avec plaisir. Alors, j'en profite, je vois d'autres questions dans le chat, d'autres webinaires en lien avec l'IA dans l'enseignement sont-ils prévus? Il y en aura plein. Ouais. Donc, pas de souci par rapport à ça, on vous tiendra au courant de toute façon. Et alors, pour un autre élément, pensez-vous proposer un webinaire sur la phase 3 du processus après le design, le développement avec la création de contenu ressources? Alors oui, parce que si on reprend le tableau que Léa vous présentait au début de la présentation avec les différentes cases qui faisaient le croisement entre les actes et le modèle à dire, eh bien on peut imaginer différents webinaires qui viendraient se greffer par rapport à l'une ou l'autre case en fonction des desiderata forcément. Et donc pour aller un peu dans ce sens-là, ce qu'on vous propose de faire maintenant, c'est maintenant ou a posteriori du webinaire, je vais vous partager un lien dans le chat. On a créé un petit formulaire qui permet à un moment donné de faire un état des lieux, pour savoir ce qui vous intéresserait justement pour mener ces futurs webinaires. Donc n'hésitez pas à le remplir, c'est précieux aussi pour nous et on pourra vous faire un retour alors par rapport à différents éléments de programmation. Donc voilà. Je vois aussi, il y a déjà eu un webinaire sur Notebook LM le 23 du 4. Est-ce qu'il est possible de renvoyer le replay à ceux qui n'ont pas su y assister? Oui, il faudrait que je refouille dans les archives. On va profiter de ce temps un peu estival pour refaire le tri entre les différentes ressources et je vous partagerai tout ça, de toute façon. N'hésitez peut-être pas à m'envoyer un petit mail pour me le rappeler. Comme ça, eh bien, je n'oublie pas. Céline, oui. Le lien que tu as envoyé est le lien de collaboration. C'est fantastique. Voilà, sinon, il faut flasher le QR code. Attendez, oui, non, je vais laisser mon écran, du coup. Merci, Céline. Sinon, je vous renverrai le lien. Oui. Sinon, c'est simplement un petit form. Donc, si vous avez votre téléphone à portée de main, ça rejoint vraiment les questions qu'on nous a posées. Donc, on aimerait proposer d'autres webinaires, mais plus ça vous intéresse, mieux c'est. Donc, Madame Perrette qui lève la main également. Mais je me demandais, c'est parce que là, j'ai flashé le QR code, mais le temps que je me connecte et tout le barda, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, vous voyez, on a ici un aspect théorique où vous nous avez montré certaines choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors, dans les semaines à venir, quand on a des choses théoriques comme ça, prévoir un autre webinaire pour répondre alors aux questions pratiques de si on a essayé de faire des trucs, on remarque qu'on se plante, qu'on ne comprend pas, parce que c'est souvent après quand on y revient, quand on essaye des choses où on se dit ah, crotte.
c'est pas du tout ça que j'avais compris, ou c'est pas ça que je voulais faire, ou machin. Donc voilà, je me demandais si d'autres gens, Oui. notamment, trouvaient ça intéressant de voir après l'aspect pratique. Vous auriez besoin d'un deuxième webinaire plan de cours dans quelques semaines où vous auriez eu le temps de tester et ce serait plus questions-réponses alors, sans forcément Oui. nous avoir quelque chose à présenter. Oui, non, Oui. ça peut être intéressant. C'est des fois plus difficile à distance, c'est peut-être juste ça qui... Mais si ça intéresse plusieurs Oui, il faut que ça personnes, peut-être intéresse le des mettre gens, dans le évidemment. chat et si c'est... si ça apporte plusieurs personnes, pourquoi pas, oui. Nous, on est preneurs de toute idée, donc si ça peut aider d'autres personnes, ça peut être intéressant, oui. Tout à fait, oui, sous forme de un petit retour d'expérience. Ouais. Finalement, on a mis ça en place, on s'est planté, on aimerait bien remédier à ça. Oui, je n'y vois aucun inconvénient, justement. Même de manière individuelle, hein, ça, je tiens quand même à le dire aussi. Si vous avez eu l'occasion de tester l'un ou l'autre outil et que vous souhaitez avoir un retour ou une information complémentaire, vous avez à votre disposition nos mails respectifs ou alors on peut vous les donner. On peut très bien pouvoir répondre à vos autres questions qui dépassent le cadre du webinaire ici. N'hésitez surtout pas, hein. Ok. Attention, hein. Je le prends pour qui. Bah, peut-être Vous ne savez pas pas à comme qui moi vous pendant avez la période affaire. estivale ici, hein, parce que vous êtes quand même 58 courageux, courageuses à assister à ce webinaire d'1h30, alors que vous êtes potentiellement toutes et tous en congé, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est super, super chouette aussi de voir que malgré la période estivale, il y a quand même un intérêt à ce genre de sujet, en tout cas. Donc, voilà, si vous avez le moindre besoin, la moindre envie, la moindre proposition, n'hésitez pas à nous revenir et ce sera toujours un plaisir. Donc voilà. Merci à toutes et à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre Merci. participation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour les prochains séminaires, hein. Oui. À bientôt, oui. Enfin, webinaire pour utiliser le mot moderne. Passez un bel été, à tout bientôt. Merci également. Au revoir.